Thomas Gassiou, bonjour. Vous êtes le président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Vous êtes député du Rhône du groupe Renaissance de macronistes. Et nous sommes en pleine préparation de la prochaine loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Alors, première question, quelles sont un peu les grandes difficultés, les grands points durs quand on élabore une loi de programmation militaire? Il y a évidemment le niveau des dépenses et puis il y a aussi les choix à faire. Quels sont aujourd'hui pour vous les points principaux, les points durs principaux de cette élaboration? Alors effectivement, la loi de programmation militaire, c'est un texte très important qui va définir la trajectoire budgétaire sur les questions de défense. Je pense que dans les grands points qui peuvent faire débat, c'est déjà le volume de dépenses que la nation est prête à accorder à sa défense, compte tenu d'une analyse du monde, d'une analyse également de ce qu'on veut être, de la vision qu'on a de notre pays, on va dire, sur l'échiquier mondial. Donc c'est le premier, j'allais dire, cadrage budgétaire. Là, aujourd'hui, on est autour de 400 milliards. C'est les chiffres, en tout cas, qu'on lit dans la presse, que parfois même, j'ai moi-même donné. C'est la présidence de la République, le gouvernement qui y travaille, la copie sera présentée, et la copie nous sera présentée au printemps. Et donc c'est à ce moment-là qu'on pourra se positionner, j'allais dire, plus définitivement. Et au-delà du cadrage budgétaire, ce sont finalement des choix de capacité au regard des retours d'expérience de ce qu'on vit actuellement en Ukraine. Il y a des sujets sur lesquels on sait qu'on doit davantage investir, par exemple la défense sol-air, pour avoir des moyens d'intervenir, y compris quand l'espace aérien est contesté, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, les feux dans la profondeur, pour citer un deuxième exemple. Et donc, même si l'enveloppe budgétaire est croissante, ça demande quand même des arbitrages et des choix capacitaires. Et puis, le troisième sujet qui me semble extrêmement important, ce sont les sujets de transformation. Le fait de dire, ce n'est pas parce qu'on met davantage de budget qu'on doit s'exonérer de transformation. Et donc, comment on peut faire différemment, comment on peut spécifier des matériels plus simples, qui seront donc moins chers, avec des délais de production plus courts, comment on peut changer notre rapport à la norme, puisqu'on a besoin d'équipements de guerre et on n'a pas besoin forcément d'équipements qui répondent à l'ensemble des normes civiles. Par exemple Par exemple, aujourd'hui, nos véhicules doivent respecter certaines normes, par exemple pour cohabiter avec des cyclistes, des barres anti-encastrement. On n'a pas besoin, ce sont avec des cyclistes, puisque ce sont des véhicules qui transitent également sur le territoire national. Idem pour nos drones, on prend des retards importants puisqu'on veut que les drones cohabitent avec l'aviation civile. On a avant tout besoin de matériel de guerre qui sont simples, rustiques, qui soient produits rapidement et à coût abordable. Et donc il faut qu'on ait un nouveau rapport à la norme pour faire face aux nouveaux enjeux qui sont les nôtres. Vous nous avez parlé du printemps. On en est où de l'élaboration de cette loi? En principe, elle devrait être là à l'été. Quel est le calendrier? Alors, le rétro-planning, c'est d'être en mesure d'être prêt pour préparer le projet de loi de finances 2024, qui sera la première annuité de la... Ça se prépare à l'automne? Même à l'été, on peut dire. Les états-majors commencent à y travailler à l'été avec le gouvernement. Donc, c'est le premier élément de planning pour cette loi de programmation militaire 2024-2030. Il y a un élément également politique, c'est le discours du président de la République aux armées le 13 juillet au soir. Et donc, il serait préférable que cette loi soit votée d'ici là, ce qui veut dire que raisonnablement, compte tenu des temps d'études au Parlement, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, il serait bien que cette loi de programmation soit présentée au plus tard au printemps au Conseil des ministres. Au printemps. Au printemps. Est-ce qu'il y aura une majorité pour la voter, à votre avis? Alors, on y travaille tous les jours à maintenir le consensus le plus large possible sur les questions de défense. Les défenses, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut se diviser, c'est quelque chose qui doit rassembler l'ensemble des Français et l'ensemble de leurs représentants. Donc c'est un travail quotidien qui a déjà porté ses fruits sur le projet de loi de finances 2023 en matière de défense, puisqu'aucun groupe politique ne s'y est opposé. Et c'est quelque chose sur lequel c'est une préoccupation de tous les jours, et notamment sur les missions d'information qui sont préparatoires à la loi de programmation militaire. Bien entendu, elles associent l'ensemble des forces politiques. Donc on pourrait voir des abstentions plutôt que des oppositions de groupes comme le RN ou la France Insoumise, par exemple. Exactement. À nous de créer les conditions, j'allais dire, du rassemblement, j'allais dire, le plus large possible. Vous savez qu'on a une nouvelle Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives, et donc il faut qu'on prenne pleinement acte de cette nouvelle composition et donc de la nécessité de générer des majorités de projets, et notamment sur la défense. Dernière chose, vous insistez sur quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Vous dites, la loi de programmation, la défense, ça ne se résume pas à la loi de programmation militaire. C'est pas parce qu'on a fait cette LPM avec beaucoup d'argent et tous les bons choix que la défense nationale est assurée. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que je veux dire, c'est que la défense nationale, elle est
par essence interministérielle et elle doit concerner l'ensemble des Français, des entreprises, des collectivités. Tout simplement, on dit souvent la défense c'est l'affaire de tous, c'est le concept également de défense globale, puisqu'aujourd'hui pour faire face à un scénario majeur, un engagement majeur, qu'il soit de nature géopolitique, un risque cyber, un risque industriel, sanitaire, l'ensemble des Français, l'ensemble des ressources vives de la nation doivent se mobiliser. Et donc il ne faut pas attendre uniquement des armées la capacité du pays à faire face à un scénario majeur. Je prends par exemple le risque sanitaire tel qu'on a connu pendant la crise sanitaire. Le service de santé des armées, c'est 0,7% seulement, moins de 1% de la masse sanitaire du pays. Et donc c'est bien le ministère de la Santé qui doit avant tout appréhender sa capacité à faire face à un risque sanitaire majeur. Les armées peuvent y contribuer, mais les armées ne peuvent en aucun cas se substituer et être le seul ministère à penser son action en cas de crise. Est-ce que cette défense globale, ce n'est pas ce que l'on observe aujourd'hui en Ukraine avec la capacité à restaurer le réseau électrique, par exemple? Est-ce que c'est un peu cette philosophie-là que vous voulez? C'est exactement ça. Vous savez que la guerre, finalement, c'est l'affrontement des volontés. L'affrontement des volontés, il peut se régler sur le terrain militaire, sur le terrain cinétique de l'affrontement physique, mais chacune de nos faiblesses peut également être exploitée. Et donc, être en mesure d'être autonome d'un point de vue énergétique, pour ne pas dépendre d'une coupure d'un approvisionnement, par exemple, être autonome d'un point de vue de santé, être autonome d'un point de vue alimentaire, ce sont autant de sujets importants pour, j'allais dire, faire respecter la parole de la France au-delà des moyens militaires. Thomas Cassillou, merci beaucoup.